Donc, bonjour aux premières personnes qui viennent de nous rejoindre. On va attendre 3-4 minutes avant de démarrer, que tout le monde puisse se connecter. Bonjour, donc on va encore attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer. Donc, bonjour, nous allons démarrer ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment introduire du biosourcé dans vos produits par l'innovation. Donc nous aurons 5 intervenants, Claire Gourdet, Michael Lecourt, Sandra Timpalingua, Gilles Labat de FCBA, donc tous les cas de FCBA, et Yotam Navon du CTP. Donc, quelques consignes avant de démarrer. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, nous y répondrons soit pendant le webinaire, soit à l'oral en fin de webinaire. Ensuite, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube FCBA d'ici une dizaine de jours environ. Et enfin, un questionnaire de satisfaction apparaîtra à la fermeture du webinaire. Donc, il y a 7 questions, il faut 1 minute pour y répondre à peu près aux 7 questions. Donc voilà, merci de prendre le temps d'y répondre. Ça nous aide dans la conception et l'organisation de nos webinaires. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Michael qui va introduire le sujet du jour. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Mickaël Lecourt, donc je fais partie de FCBA. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter l'Institut Carnot-Poulinat, grâce auquel il est possible de réaliser ce webinaire. Donc, l'Institut Carnot-Poulinat est un Carnot dont l'objectif, c'est de venir apporter l'éco-conception, l'éco-production de matériaux fonctionnels biosourcés à haute valeur ajoutée. Donc, on est clairement dans le thème du webinaire qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, c'est un recueil de différents laboratoires qui vous seront présentés par la suite. Donc, le réseau des Carnot, c'est un regroupement de laboratoires qui sont académiques ou bien des centres techniques. Donc, on va se positionner sur des TRL intermédiaires avant l'industrialisation et qui vont se focaliser sur une thématique et sur des éléments de recherche communes. Les réseaux Carnot, qui se composent de 39 Carnot, est répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est-à-dire que nous avons un maillage grâce aux Carnot assez important, et à la fois géographique et à la fois thématique.
Le carnot polynate dont on parle aujourd'hui est un carnot qui est plutôt localisé dans le sud-est, dans la région grenobloise, mais qui peut également avoir des connexions au travers de ses différents partenaires dans d'autres régions. Donc, l'objectif de ces carnot, c'est de venir favoriser la recherche partenariale, donc c'est-à-dire d'agglomérer, d'agréger différentes compétences pour pouvoir développer, pour pouvoir mener des projets de recherche au travers d'une collaboration entre des partenaires académiques ou bien des centres techniques industriels comme le FCBA ou comme le Centre technique du papier qui sont présents aujourd'hui, et également de faire des partenariats avec les entreprises. Donc, le réseau Carnot Polynat est un réseau grenoblois où on va venir retrouver l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, l'Institut national polytechnique de Grenoble, des laboratoires du CNRS et le tout financé grâce au support de l'ANR. Et donc, dans ces différents partenaires, des compétences assez diverses sont présentes, à la fois en termes de développement, d'utilisation de molécules biosourcées, tout comme la valorisation au travers de produits issus du biosourcé, que nous illustrerons tout à l'heure par différents exemples au cours de ce webinaire. Pour revenir plus précisément au carnot polynate, bon, il y a 4 défis scientifiques auxquels on tente de répondre au travers de ce carnot. C'est d'une part, c'est l'obtention et la caractérisation de briques élémentaires biosourcées. Donc, on va venir venir débobiner les matrices biosourcées pour venir récupérer les différents composés chimiques, identifier la méthode d'extraction, donc ça va être un autre élément pour l'obtention de ces molécules au travers d'une technologie qui est verte. Donc l'objectif, c'est clairement de venir se positionner sur du biosourcé, mais via une chimie verte, pour être bien clair. Le deuxième défi, ça va être de venir fonctionnaliser ces molécules pour avoir des nouvelles propriétés, pour avoir un comportement original. Donc ces modifications vont pouvoir être à la fois chimiques, enzymatiques, ou un traitement physique pour pouvoir obtenir différents types de molécules, différentes capacités, différentes fonctions qui pourront ensuite être valorisées au travers de matériaux, au travers de fonctions spécifiques pour des matériaux biosourcés, tout comme sur des matériaux actuellement pétrosourcés dont on voudrait modifier les propriétés via un verdissement des procédés. On va venir obtenir ces molécules, on va ensuite les assembler, on va venir derrière les organiser pour pouvoir ensuite obtenir de nouvelles propriétés, donc par exemple des surfaces intelligentes, des matériaux tridimensionnels au travers de la fabrication additive, et également pouvoir fonctionnaliser à nouveau ces différents types d'agglomérats, ces différents types d'organisations. Et enfin, le dernier point, qui permet de venir monter et appliquer ces différents produits, par exemple au travers du matériau bois, par exemple sur le papier, ça va être la mise en forme des différents matériaux, des différents composés qui ont été obtenus précédemment, et de venir les appliquer pour l'industrie papetière, pour l'industrie du bois, et donc d'augmenter et de monter en TRL. Donc le TRL, justement, c'est ce dont il est question ici. On va chercher à venir faire maturer des composés, maturer des technologies, de la R&D vers la réalité industrielle. Et comme je vous disais, donc on n'est pas sur la recherche et développement, on est sur des TRL qui vont commencer à 2, 3, et on va les accompagner jusqu'à des TRL 7. Idéalement, ensuite, grâce à un partenariat avec des entreprises, on va être capable de venir monter les TRL jusqu'à 8, 9, c'est-à-dire l'application au niveau industriel. Et donc, on retrouve ici nos quatre défis avec un TRL croissant de la brique élémentaire vers la fonctionnalisation, l'auto-assemblage et nano-organisation, et enfin l'élaboration et la mise en forme qui nous permettent d'utiliser, de valoriser les pilotes industriels qui sont présents au sein des différents centres techniques, des 2 centres techniques. Donc, au niveau des secteurs d'activité, on va retrouver les papiers, cartons dont j'ai parlé, le bâtiment, l'ameublement également, que j'ai déjà mentionné, mais également d'autres marchés applicatifs que sont la chimie, l'imprimerie et l'électronique verte, le marché des emballages, qui peut concerner à la fois le papier, carton et également le bois, la santé et les cosmétiques, avec au travers des différentes molécules que l'on a pu extraire de la biomasse, composite et plasturgie, on retrouve les macromolécules,
la substitution de polymères au travers de et le remplacement des polymères pétro par des polymères biosourcés. Et enfin, l'énergie et les transports qui sont aussi un moyen de venir valoriser, de venir remplacer assez facilement les technologies pétro-sourcées. Au niveau quelques chiffres clés rapidement, donc on est sur un consortium de 8 partenaires, on a 16 millions d'euros de recherche partenariale. L'ensemble des partenaires ont un portefeuille de 400 brevets, donc 400 chercheurs, hein, donc qui composent Polyniat. 30 millions de budget consolidé au travers des financements d'État et 230 publications de rang A qui ont pu être diffusées et qui illustrent les différents sujets de recherche. Donc, voilà pour vous présenter l'Institut Carnot-Polynath. Et donc, dans cet Institut Carnot, on retrouve le FCBA qui héberge aujourd'hui ce webinaire. Donc, le FCBA, c'est l'Institut technologique forêt, cellulose, bois, construction et ameublement. Donc, nous sommes 270 personnes à travailler à destination de l'industrie du bois, pour venir écouter et tirer parti des environnements techniques et économiques en perpétuelle évolution sur la thématique du bois et potentiellement du biosourcé. On aide au transfert des innovations technologiques. Donc, on a vu le Carnot Polynath qui permet de monter en TRL. Le FCBA, au travers son rôle de centre technique, emmène et accompagne également ces évolutions de TRL vers des niveaux plus élevés. Et l'intérêt étant d'avoir un transfert industriel des technologies qui ont été développées. Et ces transferts permettent aussi d'accompagner les entreprises au niveau des marchés. Donc, clairement, LCBA promeut les techniques et l'innovation et contribue à apporter des meilleures performances aux matériaux bois, aux procédés, aux technologies qui sont actuellement utilisées par nos partenaires. Au travers de ces performances, au travers de ces innovations, il y a un objectif commun qui peut réunir plusieurs entreprises, qui est de venir intégrer du biosourcé, donc intégrer des composés issus du bois, des composés issus d'une biomasse végétale, pour pouvoir impacter, pouvoir réduire l'impact environnemental de ces composés. Et c'est ici ce qu'on avait essayé de vous décrire plus précisément en présentant dans un premier temps les contextes et les enjeux autour du biosourcé, autour des impacts environnementaux, que pourra vous présenter Claire juste après. Et ensuite, nous illustrerons ces différents points au travers de résultats, de projets de recherche, de thématiques, de sujets que l'on aborde dans le Carnot Polynath. Ces thématiques-là, ces sujets doivent permettre d'apporter des éléments, ou en tout cas de provoquer un questionnement autour de 2 points. Comment améliorer finalement le profil environnemental des produits? Est-ce que ça passe par un changement de procédé? Est-ce que ça passe par un changement de technologie? Ou bien un élément, ça peut être de venir substituer une partie des composants par du biosourcé. Et la question se pose ensuite de quel type de composés biosourcés on va parler, quel est le type quel est le niveau de substitution que l'on va pouvoir faire. Et pour venir alimenter ces différents points, je vous propose de partager avec Claire les différents éléments de contexte et d'enjeux autour des atouts du biosourcé. Merci Michael, du coup, pour ton introduction. Donc comme tu viens de le dire, l'idée, dans cette première partie de webinaire, ça va être ça, de déjà qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est qu'un produit biosourcé. Je vais aussi essayer de vous présenter les principaux atouts environnementaux de ces produits-là, et puis l'idée, c'est pour aussi vous montrer que, introduire du biosourcé, ça peut aussi permettre de répondre à, des exigences réglementaires. On verra aussi quelques points, à ce niveau-là, réglementaires. Du coup, Mickaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer de diapo? Alors, je pense que c'est un peu long. Voilà, super. Donc, voilà. Donc déjà, il faut bien qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Donc la norme, européenne 16 575 qui traite les produits biosourcés, les définit comme des produits entièrement ou partiellement issus de la biomasse, sachant que la biomasse, elle peut être de différentes origines. Ça peut être de la biomasse, animale, végétale, c'est la plus classique. Ça peut aussi être de la biomasse à base de champignons ou de bactéries.
Nous, pour la suite de ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur les produits biosourcés qui valorisent de la biomasse végétale, puisque on est quand même FCBA, donc on travaille énormément avec le bois. On verra qu'on travaille aussi avec d'autres ressources, mais quasi exclusivement sur des ressources végétales, donc on va vraiment se focaliser là-dessus. Par contre, quand on lit cette définition, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de critère sur le pourcentage de biomasse qui doit être inclus dans le produit. C'est-à-dire qu'un produit ne contienne qu'une faible part de biomasse ou qu'il soit entièrement basé sur de la biomasse, ça restera un produit biosourcé dans les 2 cas. Donc pour se différencier, on vous a proposé en dessous la définition de ce que c'est que la teneur en biosourcé, puisque c'est ce qui peut permettre de distinguer un produit, vu que ça va permettre de valoriser lorsqu'un produit contient beaucoup de biomasse. C'est par cet aspect-là que vous allez pouvoir le mettre en avant. Toujours dans cet ordre d'idées, pour vraiment valoriser et distinguer un produit biosourcé d'un autre, vous pouvez aussi évoquer ce que c'est que la teneur en carbone biosourcé dans votre produit. Donc ça correspond en fait à la part de carbone qui va être issue de la biomasse qui est contenue dans votre produit. Et ça, c'est assez intéressant d'évoquer cet aspect carbone, parce qu'on va voir que les produits biosourcés ont un intérêt tout particulier par rapport à l'impact sur le changement climatique des produits. Alors, est-ce que, Mickaël, tu peux changer de diapo? On va voir tout de suite en fait que, hem, voilà, sur cette slide-là, en fait, quand on parle de carbone, biosourcé et qu'on parle de végétaux, il faut savoir que ce carbone-là, on va l'appeler carbone biogénique. Donc en fait, c'est juste le carbone qui va être fixé par les plantes dans le cadre de la photosynthèse. Donc, comme je ne sais pas trop si tout le monde est bien familiarisé avec ce que c'est que la photosynthèse, en 2 mots, je vais essayer de vous réexpliquer ce mécanisme. En fait, c'est ce qui permet aux végétaux de se développer, de vivre, en fait. Et donc le principe de base, c'est qu'en fait, les végétaux, pour se développer, vont avoir besoin d'eau qu'ils vont aller puiser dans leur environnement et ils vont également avoir besoin d'une source de carbone et ce carbone, les végétaux vont la trouver dans l'atmosphère. Les végétaux vont aller séquestrer, du carbone sous forme de CO2 de l'atmosphère et sous, l'effet du rayonnement solaire, ce CO2 et l'eau H2O vont pouvoir être recombinés et produire des molécules, des sucres qui vont, contenir le carbone et ils vont également, enfin la réaction de la photosynthèse va également permettre de produire du dioxygène, donc O2, qui lui va être émis dans l'atmosphère. Donc ce qui est plutôt intéressant pour nous puisque c'est ce qu'on respire. Mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la partie sucre qui va ensuite être utilisée par la plante du coup, comme source d'énergie pour se développer. Et donc c'est là le 1er atout qui est, vraiment je pense le plus important pour tous les végétaux, ça va être cette capacité de séquestrer du carbone de l'atmosphère pour ensuite venir le stocker, dans la biomasse végétale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ensuite, vous valorisez, une partie de cette biomasse végétale pour l'introduire dans un produit qui devient biosourcé, vous allez en fait prolonger, ce stockage de carbone pendant la durée de vie, du produit. Et donc là, on en est au 2e, atout principal de ces produits biosourcés à base de biomasse végétale, cette capacité donc à séquestrer du carbone et à vraiment, le stocker pendant une durée du coup plus ou moins longue qui dépend de la durée de vie du produit qui va être fabriqué avec. Au-delà de ces 2 atouts, il y a 2 autres aspects qui sont assez importants, donc qui sont la substitution énergie et la substitution matière. Dans les 2 cas, en fait, il s'agit de prendre en compte le fait qu'on va utiliser de la biomasse à la place de quelque chose d'autre. Donc dans le cas de l'énergie, ça va être souvent une autre source d'énergie. Donc souvent, on va être sur une source d'énergie fossile et pour la substitution matière, on va utiliser cette biomasse à la place d'une autre matière première qui est, souvent pétrosourcée. L'objectif, c'est vraiment de remplacer quelque chose de pétrosourcé par du biosourcé et le fait, en fait, de prendre en compte ce remplacement, le fait qu'on n'utilise pas, en fait, soit une source d'énergie, soit un matériel, de base pétrosourcée, on va pouvoir considérer que, tous les impacts qui sont associés à la fabrication de
si je me place dans le cas de la substitution matière, tous les impacts associés à la fabrication du matériel pétrosourcé que l'on ne va pas utiliser vont pouvoir être évités. Et quand on parle de changement climatique, ces 2 effets de substitution peuvent être assez importants puisque on cherche toujours à remplacer des ressources qui ont souvent, un impact lors de leur fabrication, un impact assez important. Et donc effectivement, quand on fait ensuite, l'impact environnemental, quand on fait une évaluation environnementale de notre produit biosourcé, donc on utilise un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, on en reparlera un petit peu après. Donc on va aller prendre en compte vraiment pour un produit, les impacts associés à tout son cycle de vie, donc vraiment de la phase amont, la fabrication des matières premières jusqu'à sa fin de vie. En fait, selon cette méthodologie, on va vraiment pouvoir valoriser tous ces atouts-là, donc la séquestration carbone, le stockage de carbone pendant la durée de vie du produit et les effets de substitution. Ce qui fait que, on a souvent, pour les produits biosourcés, un impact environnemental, qui peut être plus intéressant par rapport à une référence. Voilà, donc là, on vient de voir Mickaël, tu peux changer de diapo. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer un peu quels sont les principaux atouts environnementaux de ces produits-là. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit peu, quels sont les intérêts, on va dire, un peu plus réglementaires, et pas que d'ailleurs, puisque le 1er point que j'ai mis en avant, c'est quand même les attentes des consommateurs, puisque je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attentes, hem, pour, avoir la possibilité de consommer des produits, qui sont pas totalement, mais au moins en partie biosourcés. Donc le premier intérêt pour tous les fabricants aujourd'hui va être là de pouvoir répondre à cette attente pour pouvoir, répondre à la demande des consommateurs. Hem, voilà, mais en parallèle de ça, au niveau réglementaire, le premier point à retenir, c'est qu'il y a pas il y a pas d'exigence, sauf cas particulier à ma connaissance, il y en a qu'un seul, donc sur les plastiques, mais hormis vraiment un cas particulier, il n'y a pas d'exigence réglementaire qui, exige d'introduire du biosourcé dans les produits. C'est quelque chose qui ne se fait pas, mais malgré tout, il faut retenir enfin, et on va le voir par la suite, l'introduction de biomasse dans un produit va permettre en fait de pouvoir répondre à certaines exigences réglementaires qui sont plus larges. Donc là, sur le bas de la slide, je parle de la stratégie nationale bas carbone qui est vraiment la stratégie, environnementale un peu chapeau pour la France. C'est elle qui fixe, l'objectif de neutralité carbone à horizon, 2050, je pense, objectif qu'on a un peu tous en tête. Et cette, stratégie un peu nationale chapeau, elle est, ensuite, elle est découpée, on va dire, un peu en exigences sectorielles, en réglementations sectorielles qui existent. Et donc, aujourd'hui, là, je vais vous parler un peu plus de la réglementation environnementale RE 2020, donc qui s'applique dans le secteur de la construction. Et on va aussi évoquer, l'affichage environnemental pour vous montrer, en fait, que, l'introduction de biosourcés peut permettre de répondre à ces exigences-là et donc de manière plus générale à la stratégie nationale bas carbone. Super, merci Mickaël. Donc pour la partie, construction, déjà il faut savoir que pour valoriser en fait du biosourcé, dans ce secteur-là, il existait déjà des choses, hein, depuis, plus d'une dizaine d'années. Il était possible de valoriser le fait d'introduire du biosourcé dans ces produits de construction, mais on était vraiment sur des démarches qui étaient volontaires. Si on passe vraiment au réglementaire, aujourd'hui, donc c'est la réglementation environnementale RE 2020 qui s'applique, qui remplace la réglementation thermique 2012. Et donc cette réglementation, comme je le disais tout à l'heure, la RE 2020, elle n'exige pas en fait d'introduire du biosourcé, dans un bâtiment. Mais avec cette réglementation, en fait, on a vu apparaître de nouveaux indicateurs par rapport à la RT 2012 d'avant. Et il y a notamment un indicateur qui s'appelle, l'impact carbone du bâtiment. Donc en gros, hem, quand vous imaginez un bâtiment, il va falloir calculer son impact carbone, pardon, au global et vérifier en fait qu'il respecte un seuil qui est fixé dans la RE 2020 et ce seuil va décroître dans le temps puisque la réglementation environnementale va devenir de plus en plus exigeante. Et donc pour calculer cet, impact carbone du bâtiment, en fait, il suffit entre guillemets de sommer l'impact
l'impact carbone de tous les composants et de tous les équipements que vous allez retrouver dans le bâtiment. Et en fait, ces éléments-là, cet impact carbone par produit de construction, ça revient un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller calculer l'impact environnemental de ce produit sur tout son cycle de vie. Et c'est là que l'intérêt des biosourcés peut se faire ressentir, puisqu'on va pouvoir valoriser dans cette évaluation tout ce qu'on a vu auparavant, le fait que les produits biosourcés permettent de séquestrer du carbone, vont le stocker pendant leur durée de vie, et on va pouvoir également prendre en compte les effets de substitution. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs de la RE 2020, heu, on sait que pour pouvoir, atteindre les exigences qui sont fixées, et notamment, les exigences qui vont, enfin les seuils qui vont diminuer dans le temps, il va falloir introduire des produits biosourcés dans ces bâtiments pour pouvoir, respecter les seuils. Voilà, Michael, est-ce que tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Je te remercie d'avance. Super. Voilà, et de la même manière sur, l'autre exemple que je voulais évoquer avec vous, donc plutôt sur, en dehors du domaine du bâtiment, sur tout ce qui est lié un peu plus à l'affichage environnemental. De la même manière, depuis plus d'une dizaine d'années, il est possible en fait de mettre en avant, l'impact environnemental de toute une très large gamme de produits, hein, parce que, là, on est sur les bonnes pratiques, X30-323, mais ces bonnes pratiques sont vraiment déclinées pour de très nombreux produits. Mais là aussi, on était vraiment sur une démarche qui était volontaire, et c'est quelque chose qu'on retrouvait finalement assez peu. Donc ça, il faut savoir que ça va changer, puisque pareil, l'affichage environnemental va devenir quelque chose de réglementaire, donc d'obligatoire. Il y a différents secteurs qui sont concernés, et qui sont, pour le moment en tout cas, qui sont listés sur la diapo, donc le textile, l'alimentaire, l'ameublement, les cosmétiques, les transports et l'électronique. Et l'entrée en vigueur donc de cet affichage environnemental obligatoire va avoir lieu de manière, échelonnée dans le temps selon les secteurs. Donc les 2 premiers secteurs qui vont être concernés, ce sont le textile et l'alimentaire, pour lesquels l'affichage environnemental sera obligatoire à partir de 2025. Donc à partir de cette date-là, de début 2025, il faudra qu'il y ait, donc pour chacun de ces produits-là, un petit logo. Donc là, c'est un exemple, heu, avec du coup la note qui représentera l'impact environnemental, du produit. Et il faut savoir par contre que pour l'affichage environnemental, il n'est pas question de seuil à atteindre, contrairement à ce qu'on a vu avec la RE 2020. Vraiment pour l'affichage environnemental, c'est juste une déclaration de l'impact. Par contre, voilà, dans le contexte actuel, on sait qu'il va falloir limiter vraiment, enfin le plus possible son impact. Et là également, introduire du biosourcé dans les produits, enfin, introduire de la biomasse dans un produit pourra être une des pistes, d'action pour essayer de limiter cet impact, environnemental. Voilà, et donc maintenant je vais laisser mes collègues, vous présenter des cas un peu plus concrets de projets qui ont pu être menés, auxquels FCBA et le CTP ont pu participer, Merci et je vais Claire. laisser de rien. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin à la fois pour l'environnement, un besoin aussi législatif, et que donc, au travers de donc pour répondre à ces besoins, finalement, les différentes solutions qui s'offrent à nous passent au travers de la substitution. Donc, au sein du Carnot Poulinat, au sein des différents centres techniques papier et bois, nous travaillons à ces différentes substitutions au travers de l'introduction d'une bioressource. Et là, en particulier, les exemples que nous allons vous montrer s'orientent autour du bois, même si on pourrait élargir à d'autres ressources. Donc le bois, on l'a vu, hein, source de carbone biogénique, on a la photosynthèse, fixation du CO2 de l'air. Et donc, le fait de venir utiliser ce bois peut permettre derrière de baisser l'impact carbone. Donc, ce qu'on a représenté et schématisé très simplement ici, hein, où le CO2 est capté par les forêts, et donc on a une voie traditionnelle à laquelle on pense tous quand on va vouloir utiliser du bois, ça va être du bois d'œuvre. Donc, on va venir débiter des troncs, débiter des grumes pour avoir des planches rectilignes qui ensuite seront valorisées, notamment dans le milieu de la construction, et on voit très très bien les différents exemples de charpente où introduire du biosourcé dans une habitation est très simple, tout simplement au travers de la charpente. Mais
On a besoin d'aller au-delà, on a besoin d'avoir d'autres éléments, notamment au travers des ossatures bois, et on voit au travers des bâtiments de grande hauteur qu'il est possible d'avoir d'autres produits obtenus à partir du bois. Et c'est là où on va retrouver des produits qui sont issus de la trituration du bois. Donc, on va être capable de venir fractionner le bois, le rendre, obtenir des éléments plus petits qui vont être réorganisés et qui, avec l'aide d'adjuvants, on verra tout à l'heure, on mentionnera des projets au travers de modifications des adjuvants, souvent pétro-sourcés, mais qu'on peut également venir utiliser on peut venir obtenir à partir de biosourcés. On va pouvoir reconstituer des éléments. Ce sont les panneaux de particules, ce sont les panneaux de fibres, ce sont les panneaux OSB qui sont utilisés pour venir faire des bâtiments d'ossature bois et notamment les bâtiments de grande hauteur. On obtient notre boîte de trituration, on peut obtenir des fibres. Et les fibres individualisées sont utilisées quotidiennement pour fabriquer du papier. Et Yotam nous montrera qu'il y a d'autres voies de valorisation qui peuvent exister pour ces fibres issues du bois ou fibres issues d'autres biomasses. Et d'autres technologies, d'autres méthodes d'extraction, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure au niveau de la présentation du carnopollinate, on peut obtenir des molécules. Et ces molécules sont finalement qui sont capables de venir substituer partiellement ou totalement des composés issus du pétrole. On retrouve dans les molécules du bois les mêmes molécules que dans le pétrole. Le pétrole, c'est du bois qui a été modifié sur le long terme. Voilà. Sur le court terme, on a ces pattes, ce sont les mêmes molécules, on a des fonctions qui sont proches. Malheureusement, ce ne sont pas identiques, ce n'est pas exactement les mêmes. Ça nécessite de faire des adaptations qui peuvent être faites dans le cadre de projets partenariaux. On le verra également par la suite. Claire, tout à l'heure, a parlé de la construction. Donc, j'ai pris le très, très simple raccourci de parler de la charpente. On peut également utiliser les produits, les fibres, pour venir substituer des composés isolants. Et donc, quand on va vouloir valoriser cette matière fibreuse, on va chercher les différents produits qui existent et de venir faire une substitution à même performance énergétique, même performance d'isolation. Donc, c'est ce qu'on fait quand on va venir faire une analyse de cycle de vie, une analyse environnementale. On va définir une unité de valeur, une unité de référence, et qui va être soit une tonne, soit 1 kilo, soit, comme on a choisi de le faire ici, de venir remplacer à iso-performance thermique un produit isolant pétro-sourcés. On a ici l'exemple de la mousse polyuréthane qui est pris sur le graphique totalement à droite. On va venir le remplacer par des solutions issues de fibres naturelles. Donc, on a identifié les procédés pour venir développer ces matériaux en venant modifier les procédés de transformation, en faisant en sorte que ces procédés soient assez peu énergivores, ils soient avec un faible taux de chimie ou en faible consommation d'eau pour pouvoir avoir un vrai impact environnemental. Et ensuite, on va venir récupérer des informations en lien avec ces modifications et pouvoir les présenter dans un graphique comme on a sur la droite. On va venir observer les taux d'énergie non renouvelable, c'est ce qui sera noté dans les droites oranges, enfin les carrés oranges, et l'impact sur le réchauffement global. Et donc, on a pris l'exemple de la mousse polyuréthane, qui est un produit extrêmement performant, mais qui est issu du pétrole. Et comme on est sur l'axe biosourcé, on va essayer de le remplacer par un produit biosourcé. Donc, on a développé une technologie innovante et on a la solution, le résultat qu'on observe sur la partie gauche de la figure, où on voit, voilà, on baisse énormément l'impact environnemental par rapport à la mousse polyuréthane, à la fois d'un point de vue énergie et à la fois d'un point de vue réchauffement climatique. Par contre, selon le type de biomasse qu'on va utiliser, selon le type de source que l'on va utiliser pour obtenir de l'énergie, soit une utilisation de gaz, soit une utilisation de biomasse, comme le disait Claire tout à l'heure, cela impacte directement sur la consommation d'énergie non renouvelable et donc également sur l'impact environnemental. Et c'est pour ça que si on compare nos deux solutions qui sont présentées sur la barre de gauche et la barre juste à droite, on s'aperçoit que finalement, cette technologie, elle est réellement intéressante si on vient chauffer en utilisant de la biomasse. Si on vient utiliser une autre source de une source de chaleur pétro-sourcée, comme le gaz, on est beaucoup moins compétitif par rapport à d'autres isolants.
l'impact aussi, l'important aussi, quand on vient se comparer, c'est de venir regarder ce qui existe également sur le marché. Donc, il y a d'autres isolants qui existent à base de fibres recyclées, également issues du bois. Et on note que voilà, notre solution qui a été développée dans le cadre du projet est compétitive, mais finalement, les différences ne sont pas aussi marquées que dans le cas d'un produit, issu de le produit type mousse polyuréthane. Donc, voilà, c'est un exemple type où on a développé une nouvelle technologie qui est performante thermiquement ou bien mécaniquement. Mais par contre, quand on va regarder l'impact environnemental, c'est important de regarder le process dans sa globalité, sur l'ensemble des différentes contraintes qu'on peut avoir, et notamment l'aspect thermique. Et l'aspect sourcing est un élément indispensable de toute façon pour venir faire baisser ces impacts environnementaux. Donc, la conclusion, c'est finalement, dans cette étude, c'est on a des dérivés biosourcés qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'application isolante, mais par contre, c'est partiel. Ces solutions sont partiellement compétitives. Il faut bien faire attention à l'ensemble des différents impacts qui peuvent apparaître au travers de ces modifications de procédés. Donc là, ici, ce que je vous présentais, c'était les résultats d'un projet européen assez ancien, où on prenait des fibres et on venait faire une expansion de cette matière, et ce qui nous permettait d'avoir quelque chose d'isolant. Une autre solution, c'est de venir utiliser cette matière pour venir fabriquer des objets, et c'est ce qu'on observe au travers de la cellulose moulée, qui est une application qui est investiguée par nos collègues du Centre technique du papier, et que Yotam va pouvoir vous présenter tout de suite. Donc, bonjour à tous. Merci, Michael, pour l'invitation, l'introduction. Donc, moi, c'est Yotam Navon, ingénieur chef du projet au CTP, au Centre des pôles matériaux biosourcés. Donc, je suis chargé d'activité cellulose moulée ici au CTP. Je voudrais vous présenter aujourd'hui en deux, trois slides et ces technologies et où on trouve ces matériaux comme remplaçants de biosourcés, des produits pétrosourcés. Donc, brièvement, la cellulose moulée, un matériau de début du XXe siècle. Hein, le premier brevet était publié en 1899, le fameux brevet de la boîte à œufs. Donc, qui reste toujours l'application, on peut dire, majoritaire. On trouve 25% d'objets en cellulose moulée, ce sont de la boîte à œufs. Mais aujourd'hui, avec des nouvelles perspectives, des emballages, des vaisselles, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, ce sont des produits qui sont thermopressés, alors que la boîte à œufs, ils sont juste formés, non pressés. Et pourquoi on le trouve aujourd'hui? Parce qu'on a de plus en plus de demandes et des contraintes environnementales et réglementaires poussent les industriels à chercher des alternatives. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, bon, c'est la production en Europe, mais on voit qu'il y a quand même un avancement et une croissance de production au niveau européen, aussi au niveau mondial. Et on trouve aussi non pas seulement le fibre recyclée, mais aussi les fibres vierges et les plantes annuelles, par exemple, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Les industriels aujourd'hui cherchent à s'affranchir de produits pétrosourcés, et cherchent à valoriser aussi des autres sources de matières premières, comme indiquait Michael tout à l'heure. Donc, non seulement les bois, mais aussi des plantes annuelles, par exemple, ou des déchets agricoles. Et Mika, tu peux passer, s'il te plaît? Merci. Et donc là, aujourd'hui, pour essayer de valoriser cette matière fibreuse, par exemple, pour remplacer les produits pétrosourcés, notamment dans les emballages alimentaires, comme on peut voir ici, on vous fait une petite comparaison entre la cellulose moulée et les contenants pétrosourcés. Qu'est-ce qui se demande de nous pour passer à cette solution? Donc là, on peut comparer pour le coût de production. Donc là, pour le coût de production, quand on essaye de comparer, bon, les contenants pétrosourcés, on sera des fois moins énergivore, mais il faut faire toute l'analyse de cycle de vie pour vraiment voir est-ce qu'on est comparable ou pas. Et ça dépendra vraiment de l'application et les types de procédés utilisés. Les consommations d'énergie, la cellulose moulée, c'est un des grands verrous aujourd'hui. Bon, on peut dire qu'on a deux verrous majoritaires aujourd'hui dans la cellulose moulée, c'est les propriétés barrières, étant donné que la cellulose est un polymère hydrophile. Donc, les propriétés barrières à l'eau et à la graisse, et aussi
et la consommation énergétique. Donc, bon, la cellulose moulée, il faut évacuer de l'eau, comme le papier. Et donc, ce qui fait que ce procédé a un prix élevé par rapport à un contenant pétrosourcé pour certaines applications. Et on a aussi le débit ou la cadence de production. Donc là, pour donner une idée, pour fabriquer une barquette ou un gobelet, on a sur 100 000 pièces par heure, ce qu'on peut faire en plastique. Aujourd'hui, dans la cellulose moulée, on est plutôt vers 15-20 000 pièces par heure. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi travailler. Comment on arrive avec la cellulose moulée et de faire augmenter cette cadence. Et il y a des moyens de faire, on va voir tout à l'heure. Par contre, et ce qui fait que la cellulose moulée est un candidat véritable pour remplacer ces contenants pétrosourcés, notamment pour le restauration rapide et collective, par exemple, ces barquettes qu'on voit ici, c'est la recyclabilité, la biodégradabilité, la compostabilité. Là, on est excellent avec notre solution, peut-être des fois aussi 100% biosourcée. On sera toujours meilleur là aussi avec contre les plastiques. Même le plastique est recyclé. Et comment on arrive aujourd'hui à travers de ces réseaux, de laboratoires, de recherche de pollinates, de s'affranchir de ces challenges? Donc, on peut soit attaquer par la barrière, soit la consommation énergétique. Et je vous donne un exemple et je vais finir par cet exemple. Après, si vous avez des questions, vous pouvez prendre les coordonnées de la part de Michael et je vous répondrai à votre question. Mais pour finir, un exemple, un projet qu'on travaille aujourd'hui qui s'appelle Fiber 4TP. Et là, on va essayer de chercher un type de pâte qui donnera une meilleure propriété mécanique. Qui dit meilleure propriété mécanique dit réduction des grammages de notre emballage. Qui dit réduction des grammages de notre emballage dit moins de consommation énergétique, plus de cadence. Et pour faire ça, on profite de notre réseau ici, notre réseau grenoblois à travers des carnaux pollinates pour faire monter des projets de recherche comme ça qui peuvent nous aider à s'affranchir de ces verrous et aller plus en plus vers l'introduction de biosourcés dans notre industrie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Yotam. Donc voilà, un point important, hein, c'est qu'on est souvent comparé, ou en tout cas, alors, si on personnifie les composés biosourcés, ou les composés biosourcés sont comparés à des technologies issues du pétrosourcé qui ont été maturées, qui ont été optimisées depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies parfois. Donc c'est souvent difficile de venir, c'est pas un retour en arrière, mais donc il faut apporter des arguments, il faut être capable derrière d'innover et d'apporter des modifications qui soient compatibles avec les procédés existants. Et c'est notamment un des points importants pour l'application suivante. Et je vais laisser ma collègue Sandra Tapin-Lingois présenter ce domaine. Bonjour, merci Mickaël. Donc, je vais vous présenter quelques travaux de recherche qu'on a pu faire autour de la valorisation chimique de certains composés du bois notamment, dans le domaine des adhésifs pour panneaux. Donc, dans le procédé de fabrication des panneaux, on part d'une matière bois, hein, essentiellement. Les panneaux de bois sont constitués à 85-90% de particules, de morceaux de bois, enfin de bois, de fibres, de particules, de copeaux de bois, qui sont mis en forme, assemblés par une résine adhésive. Et lors de cette étape de collage, les résines adhésives, la plupart des résines adhésives utilisées actuellement sont toutes des résines pétrosourcées. Et donc, par ajout de ces résines aux particules de bois, on obtient des panneaux à base de bois. Donc, tout le challenge est de venir substituer ces résines en apportant des résines biosourcées, donc soit issues de composés du bois, comme on aura une illustration dans ce projet ici, soit par d'autres composés issus de la biomasse végétale. Donc, ici sont illustrés les résultats obtenus dans le cadre d'un projet européen qui est maintenant terminé, qui s'appelait Woodsheim, dans lesquels on venait modifier ces résines, substituer la résine pétrosourcée, donc type phénolformaldéhyde, par des résines produites à partir de composés à base de lignine. Et ce qui est présenté ici, donc sur la gauche, hein, c'est les résultats qu'on a pu obtenir lorsqu'une analyse de cycle de vie a été faite sur les panneaux MDF produits avec la formulation
développés dans le cadre du projet. Donc, on a vu que lors de la production de ce panneau, donc on a le graphe de gauche représente les données globales en termes d'émissions de CO2 pour une colle traditionnelle utilisée dans du MDF et à droite pour une colle biosourcée. Et on voit que globalement, lors de la production réalisée à partir d'une colle biosourcée, on réduit de 20% les gaz à effet de serre. Donc, par rapport... Oui, une colle conduite par 20%. Au niveau de la production de la colle, cette réduction est de 6%. Et lorsqu'on en considère le panneau, on considère la globalité de la durée de vie du panneau, donc de sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. Et on a des impacts observés jusqu'à l'incinération, jusqu'à la fin de vie globale du panneau. Voilà. Donc, on a vu qu'on pouvait remplacer certains composés, donc la colle, de façon positive sur l'ACV global du produit. Une autre illustration avec un autre type de résine. Donc là, on est sur une résine utilisée pour la production de panneaux de MDF ou de panneaux de particules. Cette résine est d'une nature différente de celle présentée précédemment et c'est une résine qui a été obtenue dans le cadre du projet Respire, qui est notamment un projet financé par l'ADEME et porté par Evertree en partenariat avec le FCBA. Et donc, les objectifs de ce projet étaient différents. Donc, une volonté de réduire globalement les impacts du panneau en jouant sur les impacts de la colle, parce qu'on a vu que c'était cette colle qui est pétrosourcée dans un panneau. Et en même temps, on réduit les impacts, maintenir les performances du produit. Chaque fois, c'est réduire des impacts, mais ne pas venir au détriment des propriétés mécaniques, des propriétés des produits chimiques. Et ces impacts vont être globalement sur l'impact carbone de ce matériau, mais également sur d'autres impacts qui sont les émissions de formaldéhyde, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des produits, et globalement, donc sur tous les impacts environnementaux qu'on peut avoir. Donc, la substitution va permettre à la fois de réduire, d'avoir un effet positif sur la réduction, en réduisant l'impact environnemental, donc le CO2 émis par la production du panneau, mais également il y aura d'autres améliorations par l'utilisation de ce type d'adhésif. Donc les performances environnementales ont été évaluées par ACV. Donc l'étude globale a été faite sur le panneau MDF, un nouveau panneau MDF qui a été produit dans le cadre du projet avec un partenariat avec Panneaux de Corrèze et un nouveau produit qui s'appelle Next qui a été mis sur le marché récemment. L'ACV global du produit a permis de montrer qu'on réduisait de 35% l'impact carbone et de 90% les émissions de formaldéhyde. Il reste les émissions du bois. Le bois émet du formaldéhyde. Mais globalement, toutes les émissions générées par la colle n'existent plus. Et en même temps, on a un impact important sur la réduction du CO2. Des travaux complémentaires sont faits actuellement, similaires, sur des panneaux de particules. Et des résultats comparables sont observés. Voilà. Juste pour ajouter, on va aller sur des performances produits équivalentes et l'ACV est faite sur le produit, mais tenant compte de toutes les étapes de production, y compris les cadences de production, enfin, ce qu'a pu évoquer Yotam auparavant, c'est qu'on éprouve des procédés très anciens et très connus, mais avec de nouvelles solutions qui permettent d'avoir un impact positif sur le carbone et la qualité de l'intérieur. Merci Sandra. Donc l'enjeu ici, c'est d'avoir une valorisation chimique des composés. Donc on a vu la valorisation matériaux en utilisant des fibres. On a une valorisation chimique au travers de l'utilisation de composés, soit issus du bois pour refaire des panneaux à base de bois à partir de bois, soit venir exploiter les avantages d'autres types de sourcing. Et donc il y a d'autres valorisations qui sont possibles au travers de la chimie et en valorisant les constituants du bois. Donc Gilles de Labatte nous présente ces éléments. Merci Michael. Donc oui, on voulait également vous présenter des recherches qui ont été menées
avec le financement du Conseil régional d'Aquitaine dans le domaine de la chimie du bois avec des partenariats aquitains en labo avec laboratoires et également des industriels. Ici, le premier projet vise en fait à utiliser une biomasse, des déchets biomasse en région, par exemple le pain maritime, bois, et également la pâte à papier de bois de fût, qui par extraction selon divers procédés nous permet de générer des hémicelluloses. Et ces hémicelluloses, par un procédé innovant qui a été développé avec nos partenaires l'IC2MP à Poitiers, a permis de faire une dépolymérisation contrôlée en utilisant un catalyseur qui s'appelle l'Aquivion, polymère acide sulfonique perfluoré, et qui vient comme ça casser la ligne de chaîne carbonée, et donc avoir des dépolymérisations contrôlées et nous permettre d'avoir des oligomères de degré de polymérisation de 3 à 7, assez contrôlé. Et donc, par ce procédé de mécanocatalyse, on est capable, donc, comme ça, de proposer des oligomères avec des degrés de polymérisation variés, qui nous permettent ensuite, via une étape numéro 3, de faire un greffage par amination réductrice avec une amine grasse, en fait, des différentes chaînes carbonées, ça peut être du C12 ou du C18, venir quaternariser ces oligosaccharides et comme ça obtenir en fait des tensioactifs biosourcés. Il faut savoir en fait à peu près il y a 2 millions de tonnes dans le monde de production de tensioactifs, dont à peu près 50% sont produits à partir de bioressources, partiellement biosourcées, à peu près 4% seulement sont produits par des bioressources et entièrement biosourcés. Donc voilà un champ d'investigation assez important et cette recherche nous permet d'atteindre la production d'oligomères à degré de polymérisation faible, qui vont de 2 à 7 donc, et quaternarisés. Et on a pu faire en fait des essais également vis-à-vis de champignons, versicolores et autres pour pouvoir avoir une efficacité. Un deuxième programme est le programme BioAcri, qui est mené également avec un universitaire à l'Université Pays de l'Adour, Laurent Billon. Ce programme a pour vocation de créer des nouvelles résines acryliques à base de terpènes. Sur l'étape 1, on fait des réactions avec des terpènes pour faire des acrylates de terpènes. Et ensuite, à l'étape 2, on fait des latex. Et ces latex, on a pu les obtenir par copolymérisation de deux acrylates. Et en fonction du degré de présence des deux acrylates, on peut aller vers soit des adhésifs sensibles à la pression, soit directement sur des coatings pour le bois. Et donc, on a pu tester des comportements de coating pour bois et également des adhésifs sensibles à la pression. Voilà, donc une valorisation intéressante de terpènes pour créer de nouvelles résines biosourcées. Diapositive suivante. Un troisième programme assez important au niveau de la région, c'est le programme Basilica, qui permet de générer des fibres de carbone biosourcées à base de lignine. C'est un consortium qu'on a mené avec les deux industriels réunionnais, également Gascogne Papier, la société Epsilon qui produit des composites pultridés carbone, et également la plateforme Canoë et le laboratoire LCPO. On a pu donc mettre en place une plateforme de production en usine de production de lignine, qui est notre source de biomasse en fait, que l'on peut ensuite coaguler en faisant des précurseurs. On vient filer en fait ce précurseur et on fait de la carbonisation également à haute température qui nous permet d'obtenir des fibres de carbone. Et donc, en fait, il faut savoir que le PAN, en fait, est un produit polyacrylnitrile qui est donc à substituer, intéressant par une ressource biomasse. Et donc, on est en train de faire une preuve de concept, entre guillemets, qui nous permet de atteindre une réduction d'un coût par 2 de la fibre de carbone et également d'atteindre des performances de fibre de carbone qui sont dans le domaine pour éolien, sport et automobile, pas nécessairement, je dirais, aéronautique, parce qu'on n'atteint pas les modules suffisants. Et nous avons une ACV en cours et on pense, donc, dans la littérature, en baisser de 30 à 40% l'impact climatique en kilogrammes par CO2 par kilo. Diapositive suivante.
Un dernier exemple, en fait, également, qu'on a mené sur la substitution de pétro-sourcé par du biosourcé. Il s'agit donc de thermoplastique. Et donc, on vient utiliser des biopolymères, le polyamide 11, voire aussi le PETG, pétro-sourcé. Et on vient donc substituer une partie de ce polymère par de la ligne que l'on produit également. Vous voyez une image sur la gauche pour fabriquer des compounds et du fil pour l'impression 3D. Ces travaux ont été menés avec la plateforme Canoë et on a pu faire des démonstrateurs. Vous voyez en bas de l'image un siège et également des résonateurs Delmotte, des formes qui nous permettent d'avoir une meilleure je veux dire, absorption acoustique dans des pièces intérieures, par exemple. Et ceci a été imprimé avec notre imprimante 3D 1 mètre cube et également l'appui fort de Canoë sur la partie, je dirais, fabrication de compounds. Donc là, on est venu substituer une partie, 40% à peu près, d'un thermoplastique par de la lignine pour proposer de nouvelles formulations. Voilà pour l'illustration de ces projets-là. Merci Gilles. Donc ça termine la partie applicative sur les différents sujets. Donc on a voulu vous montrer les supports ou les supports biomasse qu'on pouvait venir valoriser. Ce sont des exemples parmi d'autres. Ce sont des éléments qui sont illustratifs, hein. Donc, il y a d'autres types de projets, il y a d'autres types de solutions qui sont envisagées. Et ici, ça donne un aperçu à la fois des méthodes, des possibilités chimiques, matériaux et également de la nécessité in fine, de venir aller au-delà des performances mécaniques et de venir regarder les performances environnementales. Donc Claire, je te laisse conclure les différents points qu'on a pu aborder. Voilà. Ouais, bah, tu as déjà commencé, hein. C'est vrai qu'on vient de voir au travers de tous ces exemples un peu tout ce qu'il était possible de faire à partir de la biomasse et comment l'utiliser en substitution de matières pétro-sourcées. Donc on a bien vu qu'effectivement, on pouvait valoriser à la fois les composants chimiques et aussi le matériau en tant que tel. Et d'un point de vue environnemental, on a vu aussi que dans certains cas, ça permettait vraiment de limiter l'impact carbone. Par contre, il faut quand même garder en tête que c'est pas c'est pas toujours synonyme. L'introduction du biosourcé, c'est vraiment une piste à creuser, à étudier. Et dans certains cas, ça permet vraiment de limiter l'impact carbone, mais il faut bien que vous gardiez en tête qu'il faut toujours faire une évaluation environnementale, en fait, pour confirmer, même si de base, on peut imaginer que ça va forcément réduire l'impact sur le changement climatique. Il faut vraiment faire une évaluation environnementale pour valider cette hypothèse, puisqu'il peut y avoir des cas où, quand par exemple, on doit vraiment beaucoup retraiter la matière première issue de biomasse, ça peut entraîner des impacts supplémentaires. Et donc, c'est des éléments, bien sûr, qu'il faut prendre en compte dans une ACV. Et il y a aussi un autre point à prendre en compte qui a été évoqué d'ailleurs dans les questions, c'est la notion de transfert de pollution. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a parlé exclusivement de l'impact carbone, donc sur le changement climatique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que parfois, en cherchant à réduire l'impact carbone, on peut avoir un impact, enfin, on peut dégrader d'autres indicateurs environnementaux. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, au-delà de faire une évaluation environnementale sur le changement climatique, l'idée, c'est bien de faire une évaluation environnementale qui soit multicritère pour étudier d'autres aspects qui pourraient être impactés négativement par l'introduction de biosourcés. Et il y a notamment des enjeux qui montent de plus en plus quand on parle d'évaluation environnementale avec le contexte actuel. C'est tout ce qui va être lié à la consommation d'eau, bien sûr aux consommations d'énergie, par exemple. Voilà, donc retenez ça et aussi du coup l'introduction de biosourcés, c'est bon, c'est la piste qu'on a traitée aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte si vous souhaitez limiter l'impact environnemental de vos produits, notamment toutes les questions de réemploi, de réutilisation et de recyclage de matières, existantes. Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça fera l'objet d'un futur webinaire. Mickaël, c'est ça? Il me Oui, semble. donc il y a donc on va terminer ici notre webinaire, hein. Il y a d'autres éléments, il y a d'autres possibilités, hein, pour baisser l'impact environnemental, comme l'a dit Claire, et ce sera détaillé dans une autre étape. Voilà. Pour conclure, là, sur la conclusion, l'enjeu, il est vraiment de venir se poser ces deux questions, hein, donc les axes
qui existent en termes d'amélioration du profil environnemental. On a vu, on peut substituer une partie du pétro par du biosourcé. Claire l'a dit, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas évident, ce n'est pas du temps pour temps. Donc, il y a d'autres enjeux qui vont au-delà de cet impact environnemental en changeant. Mais par contre, le biosourcé peut largement y contribuer. Et également, donc, ça, c'est un premier point. Et donc, quelle est la stratégie? Et deuxième étape, hein, donc, on a vu la pression réglementaire augmente. Il y a des enjeux forts d'engagement de la France et de l'Europe pour venir baisser le réchauffement, enfin, limiter le réchauffement climatique. Voilà. Donc, c'est à chacun de définir ses objectifs en termes de substitution, du pourcentage ou d'intégration de biosourcés. On l'a vu, on peut partir sur des composés issus du bois, on peut partir sur d'autres composés plus largement biosourcés. Donc au sein d'FCBA, au sein du CTP et plus largement au sein du carnopollinate, on a de l'expérience par rapport à ces différents éléments, par rapport à ces différents points. Et comme on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions ou sollicitations directement durant le webinaire, on vous propose de nous recontacter ou nous de vous solliciter afin de vous accompagner et de venir faire le lien entre notre expérience, nos expériences et vos besoins et essayer d'évaluer les possibilités de transférer, d'évaluer les possibilités d'apporter voilà, des composés biosourcés, nos compétences sur les technologies à vos besoins. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et Stéphane, je te laisse conclure sur les modalités de partage. Merci pour votre participation, merci pour vos interventions. Donc, vous retrouverez voilà, la vidéo sur la chaîne YouTube de FCBA. Et puis, merci de prendre le temps de répondre au questionnaire qui s'affichera à la fermeture du webinaire. Voilà, merci à vous et puis à bientôt pour des webinaires sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Au revoir.